Le modèle constructiviste proposé par Jean Piaget est généralement considéré comme apparenté au modèle cognitiviste. Et cela même s'il s'en distingue par certains aspects, notamment le fait que les constructivistes ne s'embarrassent pas de l'analogie entre cerveau et ordinateur. De plus, pour les constructivistes, les structures cognitives qui organisent notre pensée ne sont pas innées, comme l'affirmaient les gestaltistes à travers la notion de bonne forme, mais construites. C'est d'ailleurs la genèse de ces structures cognitives appelées schèmes opératoires que Piaget et son école consacreront l'essentiel de leurs travaux. À propos des schèmes, Piaget dira que les schèmes sont des bonnes formes qui ont une histoire. C'est-à-dire que les schèmes sont construits progressivement tout au long du développement de l'enfant, de sa naissance jusqu'à l'âge adulte. Les constructivistes voient l'apprentissage comme le résultat de l'interaction entre l'individu et son environnement. Le sujet, confronté à une situation donnée, va activer un certain nombre de schèmes pour traiter cette situation. C'est précisément à l'élaboration de ces schèmes opératoires, dans le cadre de ce qu'il appellera l'épistémologie génétique, que Piaget consacrera l'essentiel des travaux qui le conduiront à mettre en évidence différents stades dans le développement cognitif de l'individu. De la naissance à l'âge adulte, ces schèmes se construisent par bonds successifs, stade après stade, à la manière dont on gravit un escalier, du stade sensorimoteur au stade des opérations abstraites. Dans cette interaction, ce qui est important, c'est l'action de l'individu sur son environnement. Pour Piaget, l'activité de l'individu dans le cadre de situations qui sont perçues comme de véritables problèmes à résoudre est essentielle et constitue la base du modèle d'apprentissage issu du constructivisme. L'interaction de l'individu avec son environnement est basée sur un processus dynamique d'échange qui repose sur deux mécanismes, l'assimilation et l'accommodation. L'assimilation correspond à l'incorporation d'un objet ou d'une situation à la structure cognitive du sujet sans modifier cette structure. Dans l'illustration, le jeune enfant qui a manipulé un objet en le cognant à la table applique avec succès le même type de manipulation à un autre objet. Dans ce cas, l'assimilation des caractéristiques du nouvel objet se fera sans modifier la structure cognitive du sujet. On peut manipuler un objet en le frappant sur la table. Lorsque l'objet ou la situation résiste, ce qui est matérialisé dans l'illustration proposée par le fait que l'œuf se brise, le jeune enfant devra faire appel au mécanisme d'accommodation qui conduira à une modification de sa structure cognitive afin de lui permettre d'assimiler les caractéristiques de ce nouvel objet. Il s'agit pour l'enfant de se construire un nouveau schème opératoire prenant en compte le fait que tous les objets ne supportent pas d'être précipités violemment sur une table. Pour passer de l'assimilation à l'accommodation, il faut que la situation résiste et qu'elle crée chez le sujet un état de déséquilibre que Piaget appelle un conflit cognitif. C'est-à-dire un conflit entre la représentation actuelle de la situation et les représentations déjà intégrées dans la structure cognitive de l'individu. Ce déséquilibre sera dépassé grâce à l'intervention du mécanisme d'accommodation pour atteindre une nouvelle forme d'équilibre qui conduira l'enfant à progresser dans son développement cognitif et à acquérir de nouveaux schèmes. Pour étudier les mécanismes qui permettent à l'enfant de progresser dans son développement cognitif, Piaget fera appel à de petites expériences dans lesquelles il confronte l'enfant à des situations susceptibles de créer chez lui un conflit. En régulant les démarches de l'enfant par des interventions adéquates, des questions, des contre-exemples, l'expérimentateur pourra ainsi observer les démarches mises en œuvre pour dépasser le conflit cognitif induit par la situation. Sur la première ligne du schéma, une expérience portant sur la conservation des liquides est présentée, alors que sur la deuxième, c'est la conservation des solides qui est concernée, et sur la troisième, la conservation des ensembles numériques. Dans l'expérience de conservation des liquides, deux récipients de forme identique sont placés devant l'enfant. Celui-ci verse tout d'abord une même quantité de liquide dans ces deux récipients. On transvase ensuite devant l'enfant le contenu d'un des deux récipients dans un autre récipient de forme différente, plus large et moins haut. On demande ensuite à l'enfant si la quantité de liquide reste la même ou s'il est différent dans les récipients A et C. Si l'enfant constate que les quantités sont différentes en signalant qu'il y a plus de liquide dans le récipient A que dans le récipient C, il est déclaré non conservant, c'est-à-dire qu'il n'a pas atteint le stade de la conservation des liquides dans son développement cognitif. Pour Piaget, l'apprentissage correspond au passage d'un stade de développement à un autre. Dans le cas de l'expérience qui nous occupe, cela implique que l'enfant puisse dépasser sa centration sur la hauteur du liquide en prenant simultanément en compte la hauteur et la largeur du récipient. Cette exigence, qui est contraire à son comportement spontané, crée chez l'enfant un conflit cognitif, dont le dépassement impliquera l'intervention d'un processus de rééquilibration, conduisant à la modification de sa structure cognitive par accommodation. Pour considérer que l'enfant a maîtrisé un stade de développement déterminé,
Il faut qu'il fasse preuve de sa maîtrise dans différentes expériences impliquant la conservation des quantités. Conservation des liquides, conservation des volumes et conservation d'un ensemble numérique. Lorsqu'on constate que la maîtrise est relativement stable à travers le temps et les situations, c'est-à-dire que l'enfant ne retourne pas à un comportement antérieur, on parlera de rééquilibration majorante. Ainsi, alors que la conservation apparaît vers 5 ans, elle ne sera généralement consolidée que vers 7 à 8 ans. Pour Piaget, l'accès à un stade de développement déterminé correspond à un âge chronologique relativement défini, ce qui laisse peu de place à des interventions pédagogiques directes qui auraient pour but de provoquer le passage d'un stade de développement à un autre. D'autres auteurs, par contre, ont montré que l'âge où un stade de développement déterminé était maîtrisé variait fortement et pouvait être modifié par un apprentissage efficace. C'est le cas notamment des apprentissages réalisés en petits groupes, comme le propose l'approche socio-constructiviste, dont nous parlerons dans un prochain module. Des travaux de Piaget en matière de développement cognitif de l'enfant que nous venons de résumer très brièvement, certains auteurs se sont attachés à dégager des éléments pour un modèle de l'enseignement. Selon ce modèle, l'enseignement a pour objet de confronter l'apprenant à des situations riches et diversifiées, de manière à créer des interactions propices au développement cognitif. Même si Piaget se plaisait à rappeler que le développement cognitif est essentiellement spontané et que dès lors on n'a pas avantage à vouloir accélérer le développement au-delà de certaines limites, d'autres chercheurs se revendiquant du constructivisme n'ont pas hésité à remettre en cause ce principe. C'est le cas notamment du célèbre chercheur américain Seymour Papert, qui estime que le recours à l'ordinateur permet de concrétiser l'enseignement qui porte trop souvent sur des aspects strictement formels. Il s'agit, grâce à l'ordinateur, de confronter l'élève avec des problèmes concrets, proches de ceux qu'il rencontrerait dans la vie réelle. Ainsi, en plaçant par exemple l'élève face à des situations simulées, il est selon lui possible d'aborder des problèmes complexes de manière intuitive et de favoriser un apprentissage par découverte. Bien évidemment, la mise en œuvre de la pédagogie proposée par les constructivistes ne se limite pas à des applications liées aux technologies. Elle a en effet inspiré bon nombre de concepts innovants qui ont marqué le monde de l'éducation ces 20 ou 30 dernières années, comme l'approche par compétence ou encore l'apprentissage par problème.